Bonjour, merci Bonjour d'être avec nous. Bonjour, merci. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes au bar La Levrette, à Jean Jaurès, Toulouse, qui a gentiment ouvert ses portes. Et nous sommes là pour quelques heures, disons, pour parler. Quelques heures. Pour une petite heure pour parler du monde professionnel, de votre parcours, de ce que vous faites actuellement. Et du coup, peut-être pour l'audience, le public, vous présenter, dire ce que vous avez fait, ce que vous faites actuellement. Vous commencez par Bruno. Ok, d'accord. Eh bien, moi, je suis un ancien NCTIA. Et à la base, j'ai commencé par une prépa en MPSI. Et de cette prépa, j'ai vite compris que le côté trop carré des choses, trop ordonné dans le côté éducation, ce n'est pas moi. Donc, j'ai quitté la prépa pour après faire une fac. Donc, j'ai fait une fac en physique-chimie où j'ai voulu être prof. Après, j'ai vu que le métier de prof, ça me plaisait pas. Donc, j'ai fait une licence en mécanique. Ouais. Donc, suite à ma licence en mécanique, c'était à Polsad, j'ai intégré l'ENSAIT. Parce qu'après, j'ai vu que le côté mécanique des fluides, ça me plaisait plus. Donc, c'est un parcours assez atypique. C'est un parcours où vraiment, je suis toujours allé vers ce que j'aimais. Donc, après mes 3 années à l'ENSAIT, j'ai eu un diplôme sur la mécanique des fluides énergétiques et j'ai eu un double diplôme avec un master sur la mécanique des fluides et l'environnement. Et pendant ces années, j'ai fait pas mal de stages aussi, toujours un parcours atypique. Donc, ça a été des stages, par exemple, sur la conception de vagues artificielles. Après, j'ai fait de la biomécanique. Après, j'ai travaillé sur des stages sur l'aspect météorologique. Donc, tu n'as pas hésité à toucher le secteur tout. Et tout ce qui te plaisait, en fait. Tout ce qui me plaisait, voilà. Tout ce qui me plaisait avant tout. Et puis après, vu que moi, dans mon éthique, j'ai ce côté, bon, si je travaille, c'est pour mettre l'humain en avant, pour ne pas faire mal à l'humain. Donc, j'ai cherché une discipline dans la mécanique des fluides où je pouvais m'épanouir et où je pouvais avoir cette éthique-là. Donc, j'ai trouvé une thèse en biomécanique sur les vaisseaux sanguins. Donc après, j'ai fait 3 ans au CNRS et à l'UTC sur trouver un dispositif qui permette de diagnostiquer des maladies cardiovasculaires. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Et voilà pour mon parcours scolaire. Ok. C'est déjà assez étouffé. Bien détaillé. Oui. On voit que tu n'as pas hésité à tester plein de choses. Ouais. Et à pas forcément suivre selon quoi tu étais parti à la base. Ouais. Et Catherine, je crois que ça aussi dans ton parcours pro, tu as pas mal rebondi et testé plusieurs choses. Ouais, c'est un peu la même chose. Moi, je suis toulousaine d'adoption. Ça fait 3 ans que je suis sur Toulouse et je viens de région parisienne. Donc, j'ai suivi des études scientifiques, classe prépa, maths bio, maths spé bio. Et j'ai intégré une école d'ingénieur agro. Donc, je suis diplômée d'une école d'ingénieur agro à Bordeaux. Donc, j'ai commencé à travailler dans ce milieu, dans ce secteur, à l'Office national des vins. Je suis restée 1 an et demi. En fait, c'est la fonction publique, donc il fallait que je repasse encore un concours et j'en avais un peu ma dose des concours. Donc, j'ai assez vite bifurqué. Je suis entrée dans une entreprise qui faisait des études de marché pour la grande consommation, pour des grosses boîtes. Kellogg's, Candia, Nivea, etc. Et c'est par ce biais que je suis rentrée dans une grande entreprise en 2003 qui s'appelle Coca-Cola, que chacun d'entre vous connaît. On connaît bien. Donc, Coca-Cola entreprise donc, qui s'occupe de la distribution des produits de l'entreprise Coca-Cola et de la production. Donc, j'ai fait 4 ou 5 postes différents, de l'analyse de marché, lancement de nouveaux produits, parce que oui, il y a des nouveaux produits chez Coca-Cola, il n'y a pas que du Coca-Cola. Responsable marketing et responsable négociation, donc négociation des contrats avec la grande distribution.
Et au bout de un peu plus de 10 ans chez Coca-Cola, j'ai eu envie de changer. Je sais pas si c'est le fait d'avoir travaillé 10 ans dans cette boîte et peut-être l'âge aussi qui a fait que j'avais envie d'autre chose, mais je me suis reconvertie à professeur des écoles. J'ai envie de quelque chose de beaucoup plus utile, tourné vers l'humain, et je pense que ça correspondait aussi à mon profil, je pense, assez pédagogue. Et donc à cette époque, tu étais prête à te relancer dans les concours et Ouais, être alors en amenée fait, c'est aussi parce que il y a eu un plan social chez Coca-Cola dont je me suis saisie. Et c'était, oui, l'opportunité de repasser le concours. J'étais assez confiante pour passer le concours et pour l'avoir. Voilà, j'ai préparé le concours, effectivement. Je me suis retrouvée à nouveau sur les bancs de l'ESP. J'ai passé le concours, je l'ai eu. Et j'ai été affectée en maternelle. Et là, ça a été une grosse déconvenue pour moi. Parce que pour avoir fait des stages, du coup, je savais que être prof en maternelle et en élémentaire, c'était pas tout à fait la même chose. C'est pas le même public. Et j'avais pas vraiment de perspective aussi de ce qui m'attendait, parce que quand t'es prof, tu choisis pas ton affectation. Ouais. C'est pas vraiment le même métier. Et en fait, je me suis posé beaucoup de questions, parce qu'effectivement, j'avais remis en jeu pas mal de choses. Et j'ai recroisé un ancien collègue, un pot de départ de mon dernier boss, voilà, le réseau, dont la femme travaillait chez Sephora. Elle était responsable de négociation chez Sephora, donc mon tout dernier job chez Coca-Cola. Et je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, j'essaye, et j'ai passé mon CV. J'ai passé des entretiens, et j'ai été prise, et donc je suis retournée dans le privé. Donc oui, je suis retournée dans une entreprise commerciale. Je suis restée 3 ans et demi là-bas. C'était très sympa, un univers assez sympa quand même, je dois le dire, je reconnais. Et puis c'est le moment où on est parti de Paris, on est venu s'installer sur Toulouse. Alors, opportunité professionnelle du côté de mon mari. D'accord. Donc j'ai tout quitté à nouveau. Ça n'a pas été simple, mais ouais, j'ai tout quitté à nouveau et je suis arrivée ici chercher du boulot, pas tout de suite parce que ça me titille encore cette expérience à l'éducation nationale. Et mes recherches, mes rencontres ont fait que j'ai rencontré la déléguée régionale de Job IRL, donc c'est l'association dans laquelle je travaille aujourd'hui. Donc Job IRL, c'est une association qui aide les jeunes à choisir leur orientation, à construire leur projet professionnel. Donc on a une plateforme jobirl.com qui connecte les jeunes et les professionnels. Donc c'est une mise en relation directe, gratuite, accessible à tous, quelle que soit son origine géographique ou sociale. Et puis on intervient aussi dans les établissements scolaires. Donc là je retrouve un peu mes amours d'enseignante parce que j'interviens dans les collèges, les lycées. C'est une petite asso, donc je suis un peu couteau suisse et donc je fais pas mal de choses. Et quand on a besoin de moi, je vais avec plaisir sur le terrain pour rencontrer ces jeunes. Très bien, mais je pense que Bruno, tu as majoritairement parlé de ton parcours formation. Ouais. Ce que tu fais aujourd'hui, Catherine, sur Job IRL, ça rebondit pas mal avec ce que tu fais aujourd'hui, Bruno. Si tu peux nous détailler rapidement, très rapidement, je pense qu'on reviendra après sur différents parcours. On aura des questions liées à ça. Qu'est-ce que tu as fait après ta formation? Après ma formation. Après ta thèse. Ouais, donc après ma thèse, en fait, j'ai eu une période assez difficile puisque je cherchais un travail. Donc après la thèse, j'ai pas trouvé de travail en France. J'ai passé 1 an à envoyer des CV, 1 an à avoir des entretiens qui débouchaient à la fin sur rien du tout. J'ai postulé, moi à la base je suis martiniquais, donc j'avais cette envie aussi de revenir chez moi en Martinique. J'ai postulé beaucoup en Martinique. Bon là c'était pire, j'avais aucune réponse. Et à la fin, ça m'a créé une déception, une frustration aussi, et l'envie en gros de se reconvertir. Et c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui ne lâche pas aussi facilement. Et 8 années d'expérience, bac plus 8, pour moi c'était pas normal que j'abandonne. Donc j'ai juste trouvé sur la map un pays pour aller. Et, tu t'es dit, ça marche pas en France. ça marche pas en France, je pars. Ouais. Et je suis allé au début à Amsterdam. Et puis après, je cherche un peu partout. Et à la fin, j'ai atterri en Angleterre.
Donc, en plus, mon anglais n'était pas très bon. Donc, c'était un peu Where is Brian? Brian is in the kitchen. Donc, c'était. Mais je me suis dit, bon, ben, il n'y a rien à perdre, j'ai pas de travail, et puis de toutes les façons, être dans un environnement anglophone, ben, ça va me permettre de m'épanouir et puis Et d'apprendre sur le tas, en fait. d'apprendre sur le tas. Donc, je suis parti et j'ai fait, j'ai eu une période de chômage de 3 mois, mais vraiment, c'était dû, je pense, à l'anglais. J'avais des entretiens parfois, j'essayais de décrypter ce que la personne me disait, surtout qu'il y a 10 000 accents. Donc quand tu entends l'accent écossais, l'accent irlandais, même l'accent en Angleterre même, il y a plusieurs régions. C'était assez compliqué. Mais à la fin, après 3 mois, mon oreille s'est habituée. À force d'aller acheter le pain aussi, de discuter avec les gens, tu enlèves ce côté langue anglaise comme quelque chose d'inaccessible. Et j'ai pu avoir mon premier job chez Ford en tant que consultant. Donc j'ai travaillé pendant 1 an en tant que project manager. Et après, moi, le côté technique, c'est quelque chose que j'aimais bien. Donc là, en project manager, tu avais quand même quitté la technique. Ouais, Et c'était j'avais de la gestion de projet en sorte. gestion de projet. Ok. Ouais, voilà. Donc gestion de projet sur les véhicules hybrides. Et donc quelque chose de tout à fait différent de ma formation initiale, hein, qui est la mécanique des fluides. Mais comme je dis, moi, je suis quelqu'un qui m'adapte à chaque fois dans tous les environnements. Donc, c'était pas compliqué pour moi. J'ai fait 1 an chez Ford et puis après, j'ai voulu me challenger encore. Donc, trouver une mission qui était plus dans le technique. Donc, je suis allé travailler chez Rolls-Royce. Donc, Rolls-Royce, les moteurs d'avion, pas les voitures. Ils ont vendu à Mercedes ou à Volkswagen, je crois, comme ça. Donc, eux, maintenant, ils font beaucoup sur les moteurs. Donc, j'ai travaillé 1 an et demi chez eux. Et puis après, faut dire que il y avait 2 choses que j'avais en tête. C'était, première des choses, retourner chez moi. Comme je dis, je suis martiniquais et ça faisait 15 ans que j'étais parti. Même pas en vacances de temps en temps. En vacances, mais c'est au contraire, les vacances te montrent qu'en fait, tu es en train de envie d'y perdre retourner. Ah ouais, que tu perds beaucoup de choses au niveau de la famille, au niveau des amis. Tu Parce perds vous n'avez pas de famille, t'as pas de famille en France, en France métropolitaine? On en a dans l'Hexagone. Oui, tout Antillais a de la famille dans l'Hexagone, mais c'est pas la même chose. Chez toi, c'est quand même la Martinique pour moi. Au niveau on parlait tout à l'heure des danses, de la culture, le belay, le damier, les danses comme ça, tu les vis en Martinique, tu vois, tu vis la Martinique. Parce que toi, Anatole, c'est vrai que toute ta famille est à l'étranger, ta famille proche, mais c'est pas ton chez toi, c'est la France quand même. Donc tu t'imagines pas trop forcément. J'ai quand même envie de te rapprocher vivre en Inde, personnellement, mais parce que je suis d'origine indienne, mais D'accord. Je pense que j'ai moins d'attache là-bas que toi, par exemple. Ouais, moi, je suis né là-bas. Hein, donc voilà, j'avais ce projet-là de revenir au pays. Et le deuxième, c'était lié à ma thèse, en fait. Hein. Quand j'ai fini cette thèse et que j'étais au chômage, moi, je suis quelqu'un, j'essaye de voir toujours les solutions quand il y a des problèmes. Et quand j'avais ce problème pour trouver un job, je me suis dit, il y a plusieurs personnes comme moi qui vivent ce problème. Donc, j'ai commencé à faire ma petite étude pour voir si vraiment les gens ressentaient la même expérience que moi, la frustration, par exemple, quand on n'avait pas de feedback des recruteurs. Mais aussi au côté recruteur, pourquoi ils n'émettaient pas de feedback. Donc, le grand nombre de CV qu'ils avaient, etc. Donc, on a lié les deux problèmes. Et comme moi, j'aime beaucoup les technologies, donc j'aime bien coder. Je sais pas vraiment coder, hein, c'est juste... je code en PHP, MySQL. Tu t'es lancé, tu as appris sur le tas et tu t'as pas hésité à... Ouais, voilà. Ouais. Quand il y a quelque chose qui me plaît, je fais des tutos. Tu avais un projet, tu dis j'ai besoin de faire un site pour ça, tu apprends. J'ai fait une maquette et puis en PHP. Donc aujourd'hui, ça consiste en quoi du coup Et justement, mon projet consiste de cette expérience de la pré-thèse à permettre aux recruteurs de voir des compétences et non pas des CV. Donc en gros, on donne aux recruteurs des profils pré-testés. Donc c'est juste ça, le projet. Après, c'est plus complexe au niveau du post-traitement de la data. Donc en gros, on collecte de la donnée toujours positive hein, sur les compétences techniques, les compétences humaines, les compétences transverses du candidat.
Et on dit au recruteur, avant de regarder le CV, on sait que vous allez regarder le CV, on sait que c'est votre méthode. Mais avant de regarder le CV, ne regardez pas l'origine, ne regardez pas la photo, regardez juste les compétences. Et c'est sur ça que se base la plateforme, juste donner de la data aux recruteurs. Quand tu parles de compétences, c'est pas que des compétences techniques, non, c'est aussi tout ce que tu fais à côté, humaine, voilà. Et ce que tu fais dans la vie, tes compétences transverses en quelque sorte. Voilà. Alors les compétences, on utilise les compétences techniques, donc ça peut être via des tests. On utilise les compétences humaines, ça peut être via des recommandations. Donc imagine tu as travaillé en stage ou tu as eu un emploi. Eh bien, au lieu d'utiliser une recommandation via LinkedIn, qui est parfois, parce que bon, les recommandations LinkedIn, je ne sais pas si vous les avez déjà faites, mais souvent c'est un ami, tu dis il y a un ami qui est dans la boîte que toi. Oui, tu sais dire que c'est fort. Chut, faut pas dire. Tu sais, franchement. Ou alors tu recommandes quelqu'un et il te recommande en retour. Mais oui, mais tout le monde l'a fait. Et pour moi, il fallait une data fiable. Donc, nous, on prend des recommandations, mais la recommandation, elle vient de l'entreprise elle-même. Donc, l'entreprise met en image ce qu'elle représente, et non pas l'individu qui peut mettre n'importe quelle recommandation. Ça permet aux recruteurs d'avoir de la donnée. Ouais. Et donc, eux, ça leur facilite le recrutement, mais aussi pour le candidat, lui, se mettre en valeur. Et avoir une plateforme où il peut te regrouper, en fait. C'est ça. Qui soit une alternative à LinkedIn ou un complément à LinkedIn. Un complément à LinkedIn, parce qu'on ne pourra jamais être une alternative à LinkedIn. Mais c'est un complément, c'est-à-dire que LinkedIn, on va dire que c'est l'endroit, pour l'instant, parce qu'ils sont en train de changer beaucoup de choses, c'est une CVTech 3.0. Et nous, ce qu'on va apporter, c'est vraiment le pre-testing. C'est-à-dire, avant même que tu aies une embauche, on peut te donner une database de gens qui pourraient être intéressants pour toi. Et bien sûr, pour le candidat, c'est gratuit. Et le candidat, il y gagne beaucoup parce qu'on fait même des simulations d'entretien. On fait aussi des petites formations, des petits ateliers pour lui donner s'il a un manque de compétences, pour lui apporter des compétences en informatique, justement. Donc voilà, c'est ça le projet. Et les compétences transverses, c'est basé sur des partenariats avec les associations pour qu'elles puissent nous dire, par exemple, ce candidat-là, il fait de l'associatif. Ce candidat-là, il fait un sport et il est bon dans ce sport-là. Donc, on prend toute cette data-là et puis positive et on la donne au recruteur. Alors, le but, c'est pas s'il y a une donnée. Imaginons qu'un recruteur a une. Non, pas un recruteur. Une entreprise. Ouais. Malheureusement, a mal noté quelqu'un. Il se passe quoi? Parce que ça peut être aussi le recruteur et ça peut l'intéresser aussi qu'il y ait quelque chose qui aille mal. Est-ce qu'il a accès? Alors, le recruteur n'a pas accès à ce côté négatif. Donc, c'est vraiment pour aider le candidat à se mettre en valeur. Voilà. Okay. Vraiment se mettre en valeur. Par contre, la donnée, entre guillemets, négative, nous sert à dire au candidat, on a senti qu'au niveau communication, c'était pas top. Est-ce que c'est vraiment un de tes points faibles ou est-ce que c'était juste passager? Et si ce n'est pas passager, est-ce que tu voudrais qu'on te link avec des associations, avec des partenaires qui aident à la formation? Donc, la donnée dite négative, en fait, elle est positive parce qu'elle te permet de grandir, en fait, de t'élever. Mais par contre, il faut amener bien cette donnée négative-là. Tu peux pas dire à quelqu'un, tu es nul. Il va mal le prendre. Même si il est mauvais, par exemple. Constructif. Il faut que ce soit constructif. Voilà. Et on avait quand même une question centrale, je pense, sur vos deux parcours. Nous, on est étudiants, on est vraiment dans une voie quasi toute tracée et on est beaucoup, je pense, à pas trop oser et à passer le pas et limite à abandonner ce qu'on veut faire pour, comme tu l'as fait, pour choisir ce qui t'intéresse vraiment et ta passion et se demander vraiment comment oser lâcher un boulot comme tu l'as fait chez Coca-Cola, Catherine, pour devenir professeur d'école sans avoir cette sécurité. Surtout en tant qu'étudiant où t'as pas eu un salaire, t'as pas d'argent forcément pour te poser un an et vraiment essayer de te reconvertir. Comment t'abordes cette envie de changement? Comment tu trouves le courage finalement pour... C'est sûr que moi je l'ai fait aussi parce que ça faisait quelques années que je travaillais et que j'avais suffisamment de conditions
à dire matériel pour me lancer dans autre chose. Après, je suis partie dans le cadre d'un plan social, donc c'est vrai que ça aide aussi, hein, parce que du coup, je suis partie avec un peu d'argent. Et puis, je me disais que, je sais pas, j'arriverais à rebondir assez vite, voilà, que si ça marchait pas, j'avais suffisamment de bagages pour rebondir. Alors, effectivement, vous sortez d'école, mais je pense que On n'a même pas de diplôme encore. vous n'avez pas de diplôme. C'est pour ça que je vous encourage aussi à faire des stages, parce que ça, pour moi, c'est des vraies expériences. Et on parle de stage, mais ce que dit Bruno sur comment je m'investis aussi par ailleurs, par exemple dans le monde associatif, pour moi, c'est des vraies choses qui comptent aussi. Mais oui, j'entends qu'il y a le sujet financier pour quelqu'un qui commence, de se dire mince, est-ce que je vais y arriver, pas y arriver. Utilisez votre réseau au maximum, j'ai envie de dire, pour essayer de rebondir aussi. Et puis après, si vous avez peur, enfin, vous avez 40 ans devant vous pour travailler. Donc peut-être forgez-vous une petite expérience et puis attendez un petit peu si vraiment vous craignez voilà, que ce soit trop tôt, qu'il y ait un sujet matériel. Voilà, peut-être vous forgez-vous une petite expérience quitte à rebondir du coup, dans 2 ans, attendre, 3 ans, sauf si vous le sentez, mais je peux comprendre qu'il y ait des craintes aussi. J'ai l'impression que, surtout en tant qu'étudiant, on a vraiment peur du mot chômage, quelque chose qui fait un peu trembler. Et du coup, il y en a plein qui, même s'ils n'aiment pas la boîte dans laquelle ils vont, même s'ils n'aiment pas le boulot qui leur est proposé, ils vont se lancer dedans en se disant, faut que je trouve quelque chose à la sortie d'école, quoi. Et est-ce que toute expérience est bonne à prendre? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire ou est-ce qu'il faut se dire, ça, j'aime pas, j'attends? Alors, je pense que dans toute expérience professionnelle, il y a il faut qu'il y ait des bons côtés, parce qu'effectivement, tu te lèves tous les matins. Alors, si ton métier te plaît pas, si les valeurs que porte la boîte te plaisent pas, si tu travailles avec des gens qui sont pas sympas, enfin, si tu cumules tout, effectivement, autant j'ai envie de te dire pas y aller et faire autre chose. Mais moi, dans toutes les boîtes où j'ai bossé, j'ai trouvé quand même toujours des côtés positifs. Enfin, même à la fin, chez Coca-Cola, où il y avait des choses qui n'avaient plus forcément de sens pour moi, je travaillais avec des gens. J'ai eu des patrons hyper brillants, hyper inspirants, des collègues voilà, super sympas que je prenais plaisir à retrouver le matin. Et donc, c'est pas quelque chose qui va durer, encore une fois, 40 ans. Vous pouvez faire ça pendant 1 an, 2 ans pour asseoir un peu vos positions. Je pense que ça passe vite, quand même. Voilà. Parce que, par exemple, Bruno, t'as arrêté la prépa au milieu? Au milieu de la prépa? Non, j'ai fait la 2e année quand même. Et t'as pas fait les concours? Juste pour voir à quoi ça ressemblait, mais non, parce ça m'intéressait plus. Par exemple, là, pour moi, après la prépa, jamais j'aurais pensé, j'ai réussi ma prépa, j'ai fini. Jamais j'aurais eu le courage de me dire, j'ai passé 2 ans de prépa, et je vais pas en école. Déjà, moi, c'est vrai que je n'ai jamais été impressionné par l'élitisme. Parce que pour moi, la prépa, c'était ce qu'on utilisait avant pour préparer les élites de France. C'est pour ça qu'on avait les grandes écoles qui étaient, par exemple, une école était destinée à faire tel métier. Par exemple, l'ENSEID, c'était pour faire le côté hydraulique. Tu vas avoir les polytechniques, c'est pour le côté plus peut-être administratif. Voilà. Et c'est vrai que y en a beaucoup qui sont attachés à cette image de élitiste de la prépa. Moi, je travaille pour m'épanouir, pour me développer. Et si je vois que je n'arrive plus à me développer, je ne peux pas continuer. Par exemple, en prépa, je sais qu'en 2e année, j'avais de mauvaises notes. Mais c'est juste parce que je n'aimais pas. Et puis après, quand je suis allé en licence, pour mes 2 licences, j'étais à chaque fois le major. Parce que j'aimais ce que je faisais. Et c'est justement pour ça que j'ai intégré l'ENSEID. C'est parce que j'étais le major de ma promo. Donc, je pense qu'à un moment, il faut faire ce que tu aimes. Et je pense que c'est même un petit peu le problème des entreprises de maintenant, des grosses entreprises, qui voient le problème avec les milléniums, la génération des milléniums, qui va vraiment faire ce qu'elle aime. Donc, elle va faire 1 an un travail, et puis après, elle va se dire, bon, en fait, pour m'épanouir, il faut que je fasse autre chose. Donc,
je vais quitter même la grosse entreprise. Et les grosses entreprises ont des soucis avec ça, hein. Garder les jeunes, garder les talents. Donc, moi, je pense que la première des choses, c'est de faire vraiment ce que tu aimes. Parce que, bien sûr, avoir un plan B. Si ce que j'aime ne me permet pas de vivre, ne me permet pas au final de m'épanouir, j'ai quand même un plan B. Donc, c'est pour ça que c'était intéressant, comme tu disais, de faire des stages, des stages par exemple, dans le domaine de l'ingénierie, de travailler peut-être dans une boîte bon, c'est peut-être alimentaire, mais au moins tu te fais une expérience sur le CV qui te permettrait de rebondir au cas où ce que tu veux vraiment faire n'aboutirait pas. Ouais, c'est important de se tester, les stages permettent de se tester, et aussi finalement toute expérience dans une entreprise, c'est valorisable sur un CV dans son expérience. Enfin, il y a toujours un moyen de le valoriser. Et puis Catherine, tu disais pour le réseau, forcément tu travailles dans une boîte, tu rencontres des gens et ça peut toujours te servir. Et alors le réseau, on résume souvent le réseau au réseau professionnel, mais pour moi le réseau c'est beaucoup plus large que ça, hein. C'est aussi tout ton entourage, tes amis, ta famille, pour peu que tu fasses du sport, les gens que tu rencontres aussi à l'extérieur. Après, c'est sûr que c'est plus facile quand tu sais ce dont tu as envie, tu sais ce que tu veux faire, parce que tu le dis, tu l'exprimes, et après, si t'en parles et qu'il y a quelqu'un qui vient te parler d'une opportunité, il viendra vers toi. Si tu dis pas ce qui te plaît, ce que tu as envie de faire, ce sera un peu moins facile. Pour moi, le réseau, c'est toutes ces personnes-là qui sont autour de toi. C'est quelque chose qu'on s'était demandé, c'était comment du coup, en tant qu'élève, élève ingénieur, t'as pas encore pu rencontrer beaucoup de monde, limite t'as fait des stages pendant 2 mois avec quelqu'un, comment tu crées et entretiens un réseau? Parce que moi je me dis, dans 5 ans, mon maître de stage de l'année dernière, je n'aurai plus aucun lien, je n'aurais plus de quoi parler. Ah bah ça s'entretient, le réseau. Voilà. C'est un bon point, ça s'entretient, le réseau. Alors aujourd'hui, on a la chance, on a LinkedIn. Moi, je trouve que ça peut être une façon d'entretenir un réseau. Après, il y a des moments clés dans l'année. Je sais pas, quand on voit tes vœux, par exemple, moi, des gens, je profite de ces occasions-là aussi pour garder le contact. Et puis tu verras, tu auras sans doute aussi des bonnes surprises. De gens que tu recontacteras même 2 ans, 3 ans après et qui seront prêts à t'aider parce que finalement il y a quand même pas mal de gens, pour peu que tu aies gardé de bonnes relations avec elles, qui seront prêtes à t'aider. Donc, et voilà, toi tu seras prêt aussi peut-être à ton tour à les aider. Ouais, ça suffit à. On est nombreux sur LinkedIn, quasiment aujourd'hui en école, tous sur LinkedIn, on nous conseille de le faire. Mais c'est vrai que. On ne publie pas forcément, tout le monde ne publie pas forcément. Et donc c'est ça qui permet quand même d'entretenir le réseau, c'est de savoir ce qu'on fait, ce que ton réseau voit, ce que tu fais dans la vie. Ouais, je pense que c'est assez important d'être actif. Tu vois, c'est assez drôle parce que j'ai fait un post hier là, sur des actions qu'on a menées en établissement scolaire la semaine dernière et j'ai un ancien partenaire de quand je travaillais chez Sephora qui m'a envoyé un petit message en me disant ah, tiens c'est génial ce que tu fais, qu'est-ce que tu deviens, etc. Donc je pense que ça peut être un moyen, mais après c'est sûr que c'est moins personnel que voilà, de prendre la peine d'envoyer un petit mot pour les vœux, un petit mot pour une autre occasion, voilà, et puis après tu peux pas non plus si tu as un gros réseau, entretenir des relations privilégiées avec les uns et les autres, hein, c'est sûr que... Moi j'ai l'impression que c'est très trompeur LinkedIn, mais c'est peut-être parce que je l'utilise pas encore bien, mais j'ajoute des gens que je connais pas forcément. Ah, ça c'est une vraie question. Et puis je fais rien après dessus sur LinkedIn, j'ai juste des connexions et je les laisse. Pour ça je me dis... C'est vrai qu'en tant qu'étudiant, on n'a pas l'apprentissage de comment forcément on s'ajoute entre nous. On voit comment nous on évolue après l'école, mais comment se connecter avec les bonnes personnes qui vont peut-être nous permettre d'aller dans un certain secteur ou sur un certain poste, et est-ce que ça a vraiment intérêt de se connecter à quelqu'un qu'on ne connaît pas ou à qui on n'a jamais parlé, quoi. Alors, juste, moi je dirais quand même que dans le réseau, certes il y a LinkedIn, mais bon, on est ingénieur. Le premier réseau, c'est le réseau de l'école. Ouais. Il y a de plus en plus de choses que l'on met en place pour réactiver les réseaux de l'école,
LinkedIn, ça peut être justement une plateforme où on peut avoir une page, un groupe du réseau de l'école, mais il faut surtout pas négliger cet aspect du réseau de l'école. Qui permet d'avoir un premier lien avec la personne. Qui permet d'avoir un premier lien, et puis il faut pas oublier parce qu'il y en a certains qui veulent se cacher d'avoir du réseau partout dans le monde. Tout fonctionne avec le réseau. Tu peux faire un projet avec 0 €, mais avec un réseau. Par contre, tu peux avoir 1 million d'euros et lancer ton projet. Comme tu n'as pas de réseau, ça va pas fonctionner. Le réseau, c'est super important. Donc, on a cette chance d'avoir des communautés quand on est en école d'ingénieur qui sont des communautés fortes. Donc, surtout quand il y a des événements, quand il y a comment on appelle ça? Les associations qui permettent de regrouper le network de l'école. Quand ils demandent des informations, faut jamais hésiter à prendre connaissance de ça et puis à participer. Parce que le réseau de l'école, c'est la base. Parce que globalement, les gens, enfin, les professionnels, on va dire, tout le monde n'a peut-être pas du temps à donner ou n'a pas envie des gens qui ont une mauvaise expérience avec l'école, peut-être qu'ils n'ont pas envie de se reconnecter avec l'école et après 20 ans de carrière. Ils se font le réseau ailleurs. Le réseau, ça peut être, par exemple, on parlait des activités sportives. Dans ton activité sportive, tu vas connaître des gens. Ces gens, tu t'en doutes même pas, mais ces gens ont parfois des connexions avec d'autres personnes qui pourront te mettre en contact. Ça, c'est ton réseau. D'accord. Tu vois? Donc, toute action anodine que tu fais, en fait, te fait créer du réseau. Tu vois? Interagir avec des gens, c'est avoir du réseau. Il ne faut pas avoir peur de ce mot réseau. Parce que on est dans un monde où on fonctionne en interaction. Donc, forcément, si tu as besoin de quelque chose, il ne faut pas hésiter de demander. Donc, il faut quand même avoir de l'interaction. C'est un réseau sans interaction et ajouter les gens qu'on ne connaît pas, ça n'a peut-être pas trop d'intérêt, quoi. Si tu as quelque chose à lui apporter, peut-être qu'il va avoir un intérêt dans... Oui, mais si tu, par exemple, peut-être c'est pas bien à dire, mais on va voir INP. Tu vas te connecter avec quelqu'un INP, mais vous aurez quelque chose en commun à partager. Vous aurez peut-être des expériences à partager. Ah, j'ai fait cette école-là aussi. Donc, basé là-dessus, en fait, tu n'ajoutes pas quelqu'un d'inconnu, tu ajoutes quelqu'un avec qui tu avais une expérience. Et ça crée un lien, tu vois. Par contre, quelqu'un, je sais pas moi, tu vas ajouter quelqu'un vraiment d'inconnu, je suis pas sûr qu'il te réponde. S'il voit pas tout de suite. Ouais, moi en général, j'attends d'avoir au moins un contact avec ou un petit mot qui me semble le minimum que syndical, parce que quelqu'un qui essaie de me contacter, je connais pas du tout. En général, j'accepte pas tout de suite dans mon C'est vrai que je t'ai contacté sur LinkedIn, je pense, mais je sais pas si je t'avais aussi envoyé un mail en parallèle. Je sais pas si tu as attendu d'abord qu'on ait un appel. J'ai attendu qu'on s'est au téléphone, qu'on échange, de voir qui tu étais pour t'accepter, effectivement. Et on se demandait aussi, on ne nous apprend pas à contacter un professionnel, et on est beaucoup d'étudiants, je pense, à avoir peur de ça. Comment faire le premier pas? Peut-être par quel moyen c'est le plus efficace si on veut une réponse? Est-ce que si on a une adresse mail, c'est plus pratique que LinkedIn, où parfois on est limité à 300 caractères, je crois, pour une demande de connexion? Et par quel moyen, quel ton employer, comment faire en fait? Juste quand tu dis t'as peur de quoi? Moi aujourd'hui j'ai plus peur parce qu'avec le projet on est amené vraiment à contacter un maximum de professionnels, mais je sais pas, ça va être la peur de l'inconnu parce qu'on l'a jamais fait. Et t'as peut-être la peur de déranger. Je sais qu'il y a quelques années, je pense que je l'avais. Au pire, il te dit non, il te répond pas. Tu vois, moi je me dis on risque pas grand chose, quoi. Et après j'entends, ça peut être impressionnant de contacter des gens qu'on connaît pas. Mais si tu n'essayes pas, c'est sûr que tu n'auras pas de réponse. Donc après, comment contacter? Alors c'est vrai que sur LinkedIn, le nombre de caractères est limité. Donc il faut être assez succinct et percutant dans son message. Je sais pas, si tu es clair dans ta demande, si tu es poli, pour moi c'est la base, quoi. Mais, en tout cas, nous, c'est ce qu'on essaie d'apprendre aux jeunes qu'on voit en établissement scolaire et à qui on dit utiliser Job IRL pour contacter des professionnels. Effectivement, il y en a qui ont toujours cette timidité, qui n'osent pas parce qu'ils se disent c'est un professionnel, il va pas me répondre. Hein.
Et donc, oui, les bases, c'est bonjour, je me présente, voilà pourquoi je vous contacte, une formule de politesse, merci, et puis et voilà, et ça va très bien, ça roule très bien. Je sais, tu as des. C'est vrai que on a ce manque-là en école d'ingé, quand c'est dans le technique, de ne pas apprendre les méthodes de communication. Tu as beaucoup de méthodes qui te permettent d'aborder quelqu'un. Donc, par exemple, tu as la méthode AIDA. Donc, tu vas avoir, quand tu écris ton message, tu vas dire, OK, premièrement, l'attention, deuxièmement, l'intérêt, troisièmement, le désir, et puis après, passer à l'action. Tu vois. Tu as plusieurs méthodes comme ça qui te permettent de préparer un message et d'avoir justement la mise en relation que tu souhaites. Okay. Donc, peut-être aussi, si tu trouves que tu n'es pas bon dans ta communication, trouver des méthodes qui te permettraient d'arriver à ton objectif. Et c'est marrant que tu dis ça parce qu'on avait relevé aussi quelque chose. Aujourd'hui, tu es une startup, tu dois forcément la vendre. Toi, Catherine, tu as été dans la négociation. Et est-ce que nous, en école d'ingé, on a l'impression qu'on n'est pas forcément formé à ça? Et est-ce que on apprend plus sur le tas finalement qu'en école? Ou... Déjà, ça change. Parce que je sais qu'à l'ENSEID, par exemple, vous avez des cours en soft skills. Ouais. Donc, à l'époque, on en avait un peu moins. Donc, ça change parce qu'on voit bien que c'est bien beau la technique, mais à la fin, ce sont les soft skills qui dominent de plus en plus. On peut avoir 10 millions de CV pareils, similaires, mais le truc qui va changer, c'est l'humain. Donc, ça change quand même. Et puis après, c'est vrai qu'on ne peut pas tout apprendre. Donc, le côté business et puis le côté technique. Donc, il y a souvent les doubles diplômes. Donc, ça peut être une solution si tu veux être un très bon communicant et que tu veux même en faire ton métier. Quitter un peu l'ingénierie pour ce côté faire un double diplôme. Parce que finalement, le côté se vendre ou vendre son projet, c'est inévitable dans tout boulot qu'on aura plus tard. On va absolument apprendre à se vendre. Et du coup, je sais pas, moi j'ai pas l'impression d'être forcément prêt à ça. Quelque chose ça va être forcément l'expérience, ça va être... Alors pour moi, c'est un peu nouveau aussi, hein, parce que tu vois, quand je faisais de la négociation, si tu veux, les clients, on les avait en face, ou les fournisseurs, on les avait en face. Donc j'étais pas du tout dans une démarche de prospection ou de vente qui est encore différente. On avait déjà les clients en face et il fallait qu'on négocie les conditions commerciales, les tarifs, etc. Donc c'est pas la même démarche. Aujourd'hui, effectivement, je suis dans cette démarche de prospecter, de trouver des partenaires qui adhèrent à l'association. Et ouais, j'apprends un peu sur le tas, parce que c'est pas quelque chose, j'ai plutôt un bagage scientifique. Je pense que c'est des choses avec lesquelles il faut être à l'aise. Et au début, tu vois, ce que tu dis sur LinkedIn, j'ose pas trop, moi non plus, j'osais pas trop. Et puis en fait, faut se lancer, quoi. Faut se lancer, t'affines un peu ton discours, et puis, je sais pas, 8 fois sur 10, t'as pas de réponse. Et puis dans les 2 fois, après, faut transformer. Donc c'est une vraie démarche, ça prend du temps. Ça prend du temps, vraiment. Et il ne faut pas avoir peur de. Je pense, on parlait de LinkedIn, mais il y a une mailing, il y a les téléphones, si tu as, et puis le mieux, c'est rencontrer les gens dans la vraie vie. Alors, malheureusement, avec le Covid, c'est très compliqué. Alors, moi, ça fait 1 an que je suis en poste. J'ai vu très très peu de gens, et c'est dommage, parce que je participe à des événements en distance qui pourraient me faire rencontrer des partenaires, et en l'occurrence on est tous derrière notre écran, et une fois que la réunion est finie, merci, au revoir. donc voilà, donc c'est pas si simple que ça. Donc finalement, ce qui permet, on en revient peut-être à l'importance de la vie associative en école, qui permet peut-être d'être respo partenariat et de démarcher des entreprises ou de connaître la prospection. Finalement, on en revient à l'importance des expériences extrascolaires et qui peuvent facilement se vendre dans un CV. Et puis aussi, si tu as un projet qui te tient à cœur, maintenant, par rapport à avant, même quand j'étais plus jeune, où le net, tous les outils qu'on avait n'étaient pas aussi développés que maintenant. Maintenant, tu peux lancer un business, mais avec juste, ou bien tester ton business juste avec un PC, tu vois. Bon, après, pour de l'immatériel. Mais si tu veux lancer, je sais pas moi, une gamme de produits,
tu fais un Google Form, tu fais un formulaire rapidement, tu envoies ça à tes amis, tu dis est-ce que ça peut vous plaire, est-ce que tu vois, tu as TikTok, tu as LinkedIn, tu as Instagram. Ben, il y a plein d'outils. Il y a plein d'outils. Donc, mais il y en aura plein de nouveaux, c'est que nous, je pense qu'on se sent déjà dépassé par TikTok, on est peut-être déjà la génération même au-dessus. Je sais pas si vous avez entendu parler c'était Nike, je crois, qui faisait sa pub via, comment ça s'appelle ce jeu sur Switch? C'est Mario. Non, c'est pas Mario, tu es sur une île. Ouais. Et Animal Crossing. Animal Crossing. Donc il mettait des produits dedans. Il mettait ouais. Donc tu vois, on a tellement d'outils maintenant qui sont à notre disposition, qui peuvent nous permettre de faire un petit peu de marketing par rapport à notre idée, pour voir si ça prend, pour nous donner une image, que vraiment il faut y aller. Faut pas avoir peur, faut tester et. Ouais, c'est ça, faut tester. On n'a pas trop cette culture en France. Hein. Ouais. Je pense qu'on a beaucoup plus aux États-Unis d'essayer de tester, de se lancer. Et puis si on se trompe, c'est pas grave. Justement, on apprend des choses. Ça. Ici, l'erreur, c'est en France, c'est difficile à gérer. Hein. C'est ça. Ouais. C'est comme ça qu'on apprend. Et je te rejoins totalement parce que c'est vrai que quand j'étais aux États-Unis, je parlais avec des entrepreneurs et ils m'expliquaient leurs produits, leurs startups et ils me disaient bon ben si ça échoue, c'est pas grave, j'ai un autre. Jamais en France tu dirais ça. Tu dirais attention, si j'échoue, déjà tout le monde va me juger, j'aurai les impôts, non. Faut tester, faut échouer. Et puis, en fait, c'est jamais un échec. Même je le voyais dans les entreprises que j'ai faites. Quand il y a une catastrophe ou un échec, ils prennent en compte l'échec et ils se disent, OK, ben, quand on va construire notre produit, pour le côté robustesse, on a fait cet échec-là, donc on va pas le reproduire. On crée un dispositif pour que ça marche. Donc, la vie, c'est aussi échouer. Donc, tenter, échouer, rebondir. C'est ça. Ouais, c'est super intéressant ce niveau-là, mais j'ai. T'as jamais échoué? Non, tu connais pas ça. Non, jamais échoué. Non, mais enfin, c'est vrai, un truc quand on connaît pas l'échec, et on est beaucoup à avoir fait des prépas, à avoir eu l'école qu'on veut, et peut-être qu'on n'a jamais été confronté à ça, et peut-être se prendre une bonne claque. Et pour comprendre que ça nous construit, que ça nous sert. J'ai l'impression qu'en tant qu'étudiant, on a peur de l'échec, on a peur de ne pas avoir d'emploi, on n'a pas envie de passer pour quelqu'un de pistonné. Et c'est plein de trucs qui finalement sont nécessaires plus tard dans le monde professionnel. C'est quoi quelqu'un de pistonné? Je sais pas, moi j'ai souvenir que quand quelqu'un demandait un stage ou je sais pas quoi à son père, à sa mère, ou je sais pas quoi, les gens disaient, t'as le piston, t'es pistonné, t'es dans la facilité. Alors, pour moi, il y a deux choses. Il y a le piston négatif et le piston positif. C'est-à-dire que dans les sociétés, tu vas voir qu'il y a un truc qui s'appelle la cooptation. Donc, quand je recherche un emploi, je suis un chef d'entreprise, j'aime bien mes employés, on est dans une ambiance agréable, donc je me dis que mes employés ont des amis qui sont aussi agréables. Ouais. Donc, si les amis de mes amis ont les compétences que je recherche, pourquoi pas utiliser ce qu'on appelle le marché caché et dire que je recherche un poste de telle compétence. Ça, c'est positif. Oui, tu embauches quelqu'un qui a des compétences. Qui a des compétences. Ah, donc, le piston positif. Ouais. Par contre, le piston négatif. Ou, comme tu dis, et ça, moi, je le connais très bien, je dirais pas plus, mais d'où je viens, c'est parfois compliqué. Et le piston négatif, où justement tu vas mettre quelqu'un en place parce que c'est quelqu'un ami, famille, mais quelqu'un qui n'a pas vraiment les compétences et qui crée de la frustration au sein de l'entreprise parce qu'on sait qu'elle ne voit pas qu'elle n'a pas de compétences. Là, c'est grave. Donc, faut juste faire attention à quel piston tu parles, tu vois. Si c'est le réseau, parce que ce dont tu parles, c'est le réseau. Oui. Donc, le réseau, c'est bien. Par contre, si tu prends le poste de quelqu'un, tu n'as pas les compétences, et que toi-même, tu te sens mal à l'aise parce que tu n'as pas les compétences et que tu le vois, que tu dois demander à un collègue de te faire telle tâche, parce que là, c'est autre chose. Mais j'ai l'impression que quand tu es stagiaire,
Enfin, moi, en tant que stagiaire, en général, j'arrive dans l'entreprise, j'ai pas encore toutes les compétences et j'ai besoin de beaucoup d'aide. Du coup, je me dis, est-ce que forcément je suis qualifié? Est-ce que je mérite ma place? Et si j'ai eu le boulot par quelqu'un que je connais, est-ce que c'est du piston positif ou négatif dans ce sens-là? Parce que on me demande pas forcément d'avoir les compétences, mais j'aurais besoin d'aide, j'aurais besoin d'être... Par exemple, là, je suis dans un laboratoire et tous les jours, je dois demander de l'aide à des post-docs, à des doctorants, parce que... Tu es en stage. C'est normal. Oui. Là, c'est différent. Mais du coup, ça rentre dans le piston positif. Bien oui, puisqu'à la fin, le truc essentiel, c'est d'avoir les objectifs que tu t'es mis au début. Objectif numéro 1, je fais ce stage de recherche parce que je veux me développer dans telle filière. Objectif numéro 2, je dois donner quand même un travail à la personne qui m'encadre. Donc si tu as rempli tes objectifs, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Si tu poses des questions, au contraire, c'est que ça t'intéresse et que tu as envie de progresser et tu as envie de bien faire. Donc rien que ça, c'est... Tu me disais que tu allais un peu comme ça, à la cool, genre... Ah oui, mais simplement, tu as envie de faire ça sérieusement, d'apprendre des choses. Donc, non, c'est juste, tu as utilisé ton réseau et c'est très bien, et tu vas apprendre plein de choses et c'est très bien. Okay. Parce que, et je vais te dire, partout où je suis allé, j'ai toujours vu le réseau. Et par exemple, ici, c'est vrai que souvent on aime dire, ah, tu utilises le réseau, c'est pas bien. Je suis allé en Angleterre. La première chose où je suis allé, ça s'appelle le centre Charles Péguy. Parce que j'ai rencontré un Français qui m'a dit, tu viens d'arriver, tu n'as pas de logement, ah, mais tu sais qu'il y a une association de Français qui peut t'aider à avoir un logement, qui peut t'aider à avoir ton CV, qui peut t'aider. Même chose aux États-Unis. Ah, tu veux manger des trucs? Ben, est-ce qu'à l'étranger, il n'y a pas justement ce sentiment de on est la communauté française, on va s'entraider. On va faire des événements, même sans se connaître, on va faire des soirées ensemble parce qu'on est les Français de telle ville. Alors qu'en France, tu peux pas avoir ça si t'es Français. Tu vas pas te dire, on est les Français de Toulouse. Du coup, c'est un peu différent. Dans le sens... parce que dès que tu vas à l'étranger, finalement, tu as directement le réseau de ta nationalité dans cette ville. Mais quand tu es dans un club sportif, tu as un réseau. C'est ça. T'as d'autres types de réseaux. Ouais. J'entends. D'accord. Ou des gens qui arrivent. Moi, quand je suis arrivée sur Toulouse, tu as plein de clubs ou de groupes de gens qui viennent juste d'arriver, du coup, qui se retrouvent, avec des gens qui sont là depuis un petit peu plus longtemps et voilà, qui t'accueillent. Ça existe à une autre échelle que quand tu es à l'étranger, mais ça existe aussi ici, ou le groupe des anciens élèves, par exemple. C'est une communauté. Il y en a qui sont, il y en a qui sont pas, mais... Je propose qu'on fasse une petite pause. On a des questions, des petites questions, qui sont des questions peut-être plus de la vie de tous les jours au bureau, ou qui peuvent être posées par nos auditeurs et sur nos réseaux. Je propose, Bruno, que tu en pioches une et que tu la poses à Catherine. Ok, une main innocente, c'est ça? Une main innocente. J'espère bien. Ok, je pose à Catherine? Ouais. Ok. Peut-on encore faire des rencontres amoureuses au travail? Est-ce qu'on peut oser penser Alors là, si t'enlèves une relation amoureuse au travail? Est-ce que encore? Ah oui, encore. Oui, bien sûr. Dans mon parcours, j'en ai vu. J'ai vu des gens qui se sont mariés. Donc oui, on peut faire des rencontres au travail ou en école ou ailleurs. Ça impacte pas ton emploi, enfin ton poste. Imaginons que la relation déraille, ça se passe mal. Est-ce que ça peut avoir un impact? Est-ce qu'il faut éviter ces risques et limiter les risques et pas avoir ça, ou non, mais profitez, vous posez pas de questions. Vous savez pas, vivez quoi. Vivez. Après, ce que je vous conseillerais, c'est dans le cadre professionnel de rester pro, et après vous rentrez à la maison, avec votre partenaire. Mais non, après c'est comme partout, il y a des histoires heureuses, des histoires moins heureuses, il faut rester professionnel. Mais j'ai envie de te dire, c'est comme avec quelqu'un, tu n'auras pas d'aventure au boulot, mais si tu t'entends pas avec cette personne, parce qu'elle tape sur le système, il faudra quand même que tu arrives à travailler avec. Au boulot, on te demande de travailler, c'est un milieu professionnel, donc il faut savoir mettre un peu ces a priori ou ces mésententes de côté pour bosser, pour faire avancer le projet. Et je dérive un peu de la question, est-ce qu'on peut faire ami-ami avec ses collègues, du coup? Est-ce qu'on peut, tant qu'on arrive à travailler,
au bureau, on peut faire ce qu'on veut à l'extérieur et il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ah, mais carrément. Enfin, moi, j'ai gardé plein de. J'ai rencontré des super amis chez Coca-Cola, même avant le premier institut d'études dans lequel j'étais, chez Sephora, des super copains, des super copines. Donc, on s'est vu en dehors, on a fait la fête. Alors, j'ai moins de risques de publication de photos très étranges sur les réseaux, ça se faisait pas trop encore. Mais ouais, non, au contraire, moi, j'ai rencontré des gens super sympas. Toi, Bruno, ton point de vue par rapport à ça? Alors, mon point de vue, je vais dire que faut quand même faire attention. Si tu parlais des amitiés et tout, faut pas oublier que tu es sur un lieu de travail et je vais prendre un exemple. On avait eu un cours sur comment discuter avec ses collègues. Parce que il y avait un exemple d'un manager qui parlait à un de ses employés. Et il lui faisait des blagues. Il pensait qu'ils étaient amis. Mais les blagues, en fait, étaient vexantes pour le gars, qui était plus bas, donc ne disait rien. Qui accumulait. À la fin, il y a eu un événement grave qui s'est passé. Donc, le manager, en fait, faisait de l'harcèlement. Ouais, on peut être amis en extérieur, mais au bureau, il faut essayer de garder un cadre. Faut garder un cadre. Après, l'ami qui te fait toujours des blagues douteuses, je sais pas si c'est vraiment un ami. C'est un ami, c'est ça. Ouais. Donc, faut faire aussi attention aux propos qu'on dit, à comment on réagit. On n'est pas non plus on est sur un lieu professionnel. Donc, parfois, on a des statuts par rapport à un autre qui font que l'interaction peut être différente. Donc, faut faire aussi attention à ça. Mais dans les boîtes, je pense que, je sais pas si tu vas me rejoindre sur ça, mais on t'apprend quand même à interagir. Tu as des chartes pour dire tu as le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ci. Donc à partir de ça, quand tu connais tes limites et puis que tu sais que, ok, tu peux parler amicalement avec les gens, mais tout en respectant chacun, là c'est bon. Après, tu ne deviens pas ami avec tout le monde. Hein. Après, tu ne deviens pas ami avec tout le monde. Les gens, ça reste tes collègues. Et puis, il y a d'autres personnes où tu sens que tu as des affinités. Voilà, tu vas boire un coup après le boulot. Et puis, voilà, il y a la complicité qui s'installe. Et ça vient avec le temps. Mais ça n'empêche pas, effectivement, de rester professionnel. Après, dans le cadre du travail. Quoi. Parce que moi, il y avait même... ça peut être même utilisé comme une stratégie. Alors, tu as la personne qui va faire comme si c'est ton ami. Ouais. J'ai peur de ce que tu vas dire. Je fais comme si je suis ton ami. Ouais. Comme ça, et je vois que tu as un caractère qui est plutôt docile. Comme ça, quand j'ai une tâche à te demander... C'est vrai. Voilà, c'est un peu vicieux, ça. Donc, tu vois, tu dois... Surtout, on doit toujours penser qu'on est dans un milieu professionnel, on a des droits, on a une charte. Et si mon soi-disant ami vient me demander de faire 10 heures alors que c'est 8 heures, en fait, c'est pas vraiment mon ami. Et donc, tu vois, faut jamais oublier qu'on est dans un cadre professionnel. Donc, on peut avoir de l'amitié, mais professionnel d'abord. Je me demandais, est-ce que au boulot, il y a beaucoup plus de faux semblants et de fausses amitiés parce que je sais qu'en école, s'il y a des gens, des camarades de classe, si tu les aimes pas trop, tu vas les ignorer, tu auras ton groupe, il aura son groupe. Est-ce qu'au boulot, du coup, c'est un peu plus mélangé et vous êtes un peu obligé d'inviter ceux que vous aimez pas trop, vous pouvez faire copain avec ceux que vous aimez pas trop, juste pour garder une ambiance, une cohésion. Alors, encore une fois, dans le milieu professionnel, t'es pas là pour faire copain-copain, mais t'es là pour travailler en bonne intelligence et du coup, pour moi, tu peux pas ignorer les gens. C'est-à-dire que chacun travaille, est censé travailler en cohésion pour faire avancer l'entreprise. Et donc, chacun a des bonnes idées, chacun a des choses à partager. Donc, se fermer complètement à quelqu'un, je pense que ça peut te desservir. Parfois, tu vas avoir besoin d'un service, la personne, tu seras bien content de la retrouver, de la trouver pour qu'elle t'aide. C'est pas pour ça qu'il faut en faire ton meilleur ami, mais c'est juste travailler correctement avec les gens. On te demande pas de les fréquenter. Si tu
les aimes pas, bah, tu iras plus volontiers boire un café avec quelqu'un d'autre, mais c'est du respect, quoi. C'est dire bonjour, c'est échanger un minimum. Non, c'était plutôt dans l'autre mais sens. Mais pas ignorer, tu vois, pas ignorer. Après, je sais pas, je sais plus ce que je disais, c'est pas grave. Et puis, peut-être tu fais une question. Vas-y, Bruno, et après. Et puis, de toutes les façons, comme tu disais, tu vas pas aimer tout le monde dans l'entreprise, mais tu es là pour faire prospérer l'entreprise, et pour faire prospérer l'entreprise, tu dois créer un bon climat. S'il n'y a pas de bon climat, ça marche pas. Tu vois. Donc, tu as même des gens dans l'entreprise, tu as la psychologue du travail, tu as des gens pour permettre de créer un bon climat. Tu as la RSE maintenant, c'est responsabilité sociale d'entreprise, qui veut remettre l'humain au centre de tout. Donc, c'est important d'avoir ce côté humain pour valoriser chacun. Tu vois. Si tu n'aimes pas quelqu'un, ben, parle-lui par mail. Non, mais je rigole. Non, mais ça arrivera. Il y a des gens qui n'aimera pas. Il y a des gens qui rencontreront. Mais c'est justement, ma question, c'est est-ce que du coup tu dois faire semblant de bien les apprécier? Parce que imaginez, vous vous dites tous, venez, on va boire une bière après le boulot. Ça, je l'ai déjà vu. Et toi, t'as pas forcément envie qu'il soit là, t'as pas forcément envie de lui parler, il s'assoit en face de toi, tu dois faire semblant de. Oui, mais ça peut t'arriver aussi dans la vie de tous les jours. Si tu veux. Ça peut t'arriver. Oui, mais moi, en tant qu'étudiant, que dans le monde du travail, où le cercle est beaucoup plus petit, c'est ça que je veux dire. Moi, je dirais surtout, un des trucs qu'il faut éviter, c'est qu'on a des rancœurs, de parler de ces rancœurs aux autres collègues, propager un climat qui est néfaste par rapport à un autre. Okay. Ça, je l'ai déjà vu, et ça n'amène rien de bon. Mais si tu n'aimes pas quelqu'un, juste tu l'as mis de son côté, tu fais ton travail, tu lui parles professionnellement, vous avez des meetings et tout sur le cadre professionnel, et puis voilà, tu rentres chez toi, et puis c'est fini. Tu parles d'expérience là, Anatole? Non, justement, si mes collègues me regardent, je vous aime tous. Pas de souci. Mais justement, c'est pour ça que le manager, il doit être là pour ça, pour aussi voir quand il y a des tensions, quand il y a des conflits, pour essayer de gérer ça. Prendre une personne à part, lui dire je sens que ça va pas. Alors moi, j'ai rencontré plusieurs managers qui ne s'en mêlaient surtout pas. Voilà, et après, je pense qu'on est suffisamment grand aussi pour gérer tout seul. Parfois c'est difficile, hein, mais moi, les managers. Mais je sais pas si pour toi, chez Kuga, c'était comme ça, mais il y avait aussi des actions qui étaient mises pour que justement les gens interagissent entre eux. Donc, et puis alors, des événements de team building, etc. Team building, des trucs comme ça. Qui peuvent aider aussi à rapprocher les gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. On va peut-être passer à une deuxième et dernière question. Je pioche. Ouais. Pas trop dur, hein. Ah, bien cette question. Tu gagnes le loto. Est-ce que tu continues ton boulot? Ben oui, parce que moi, comme je dis, hein, je suis très sur le côté humain. Et à travers mon projet, j'ai décelé un problème qu'il y avait. Et au-delà du côté monétaire, il faut forcément le côté monétaire. Si tu n'as pas le côté monétaire, ça ne fonctionne pas ton projet. Au-delà de ça, c'est vraiment apporter ma solution, donc vraiment aider des candidats à ne pas vivre ce que moi j'ai vécu. Okay. Donc, qui était assez difficile. Donc voilà. Et donc si je gagne au loto, c'est clair que je m'achète une maison en Martinique. Mais je continue mon projet à côté quand même. Ouais. Et ben ça me donnera justement les fonds que je n'ai pas pour booster ma start-up. Et d'ailleurs, j'ai une question, c'est si tu es en train de monter une start-up, pourquoi tu es sur Toulouse? Pourquoi tu veux pas... Parce que tu pourrais théoriquement le faire en Martinique, ça, non? Ben, c'est les limites de la Martinique. C'est bon, on a 2-3 incubateurs. Quand on a fait le tour des incubateurs, c'est pas comme dans l'Hexagone où si tu as fait le tour de 2-3 incubateurs à Toulouse, tu peux aller à Montpellier, tu peux aller. Donc j'avais cette opportunité de venir ici, et en plus l'incubateur qui est ici, franchement, il est top et il est lié au domaine de l'ingénierie. Okay. Donc, c'est un point supplémentaire qui m'a fait choisir l'incubateur toulousain. Et puis, Toulouse, c'est une ville que j'aime bien. Hein. J'ai passé 4 ans ici. C'est l'une des meilleures villes de France, pour ceux qui... Donc, on va faire le tour des villes de France. On pourra faire un classement après pour tout le monde. Pour tout le monde. Mais voilà. Mais sinon, l'objectif, quand même, c'est si ça se développe bien,
ce serait un peu de rapporter un peu à la Martinique. Parce que si j'avais quitté l'Angleterre pour aller en Martinique, pour fonder ma start-up, c'était parce que on a un problème. S'il y a une fuite des cerveaux, en Martinique, je sais pas comment ça s'appelle. Ce n'est plus une fuite, c'est... je sais pas. Donc, on a un gros problème sur ce niveau-là. Donc, moi, mon objectif, quand même, c'est de développer ici, avoir la base de clients, etc. Parce que mon projet se veut à une échelle nationale. Et comme c'est du digital, revenir là-bas pour essayer d'amener de l'emploi, pour essayer d'amener du dynamisme côté technologie. C'est mon rêve. Noble. Intéressant. Catherine, je vais revenir à toi. J'avais une question à te poser. On n'est pas sûr d'avoir d'autres invités qui travaillent en association. La différence entre travailler en association et travailler en entreprise ou travailler dans le privé. Alors non seulement je travaille dans une association, mais c'est une toute petite structure, alors que j'ai plutôt travaillé dans des grands groupes. Alors l'associatif, ça fait 6 ans que l'association, non plus 6 ans, 7-8 ans que l'association existe. On a tout à construire. Alors tu me diras, une nouvelle entreprise, c'est un peu la même chose, donc je ne sais pas si c'est une différence majeure, mais nous en tout cas, voilà, on est au début, donc on a plein de choses à mettre en place. J'ai travaillé dans des grands groupes, donc tout était déjà bien structuré, très processé, donc la grosse différence pour moi aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'on est en recherche permanente de fonds, parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup soutenu par les institutions. Sur des enveloppes annuelles. Donc, d'une année sur l'autre, si on perd des soutiens, ça peut être quand même assez problématique. Voilà, et après, ce qui est sympa, c'est dans une association, en tout cas comme la mienne, c'est qu'on touche un peu à tout, quoi. Je fais à la fois du développement de partenariat, donc j'ai affaire à face de moi des entreprises, d'autres associations, les institutions, que d'aller sur le terrain, que travailler un peu sur la com. Voilà, on touche un peu à tout. Plus de liberté. Ouais, même si je considère que j'en avais... Alors, ouais, j'en avais pas mal dans les boîtes dans lesquelles j'étais. Globalement, j'ai toujours eu des postes où j'étais assez... autonome où on me responsabilisait pas mal et donc je menais un peu ma barque toute seule. Mais ouais, toucher à plus de choses, ouais. Toucher à beaucoup plus de choses maintenant. J'avais d'autres questions à toi, je sais pas si tu veux rebondir par rapport à ça. C'est qu'aujourd'hui, on ressent cette idée de valeur dans notre école et dans les parents étudiants. Comment réussir à trouver une entreprise qui partage les mêmes valeurs? Je pense peut-être que l'association, ça permet aussi de se souvent engagé sur un sujet et parfois le fait que ce soit à but non lucratif, ça fait beaucoup. Oui, avant que tu me poses la question, je me disais que c'était un des points si fondamentaux de différence entre l'associatif et l'entreprise. Bon, écoute, je me suis beaucoup cherchée, hein. C'est pour ça que j'ai l'impression que vous avez envie de trouver le métier en or là tout de suite. Mais, vous allez voir, vous allez bifurquer, vous allez vous aussi exercer des métiers différents, probablement dans des structures différentes. Parce que vous aurez tous cette capacité à rebondir en fonction de vos envies, de vos rencontres, de votre curiosité. Donc, ayez confiance en vous. Ça va nous permettre de rencontrer pas mal de monde, donc on est assez content. Mais... Non, mais ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous là-dessus. C'est vrai qu'on a l'impression quand même que dans les écoles et même sur tous les réseaux, les grands groupes sont très présents. On a l'impression qu'il y a peut-être une inégalité entre... Est-ce que vous avez des conseils ou des recommandations à faire sur comment... des conseils pratiques. Comment trouver de nouvelles entreprises qu'on ne connaît pas forcément? Quels outils utiliser? Ouais. Textplace.com. Juste les grands groupes... moi, je suis très contente de passer par des grands groupes. Oui, non, mais c'est vrai. Parce que j'ai fait de belles rencontres, parce qu'on apprend plein de choses. Enfin, c'est aussi un beau passage, franchement, pour moi. Après,
Après, oui, dans les associations ou dans les coopératives où t'es sur des modèles où tu as un salarié, une voix, c'est un peu différent que la structure pyramidale que tu connais dans les grands groupes. Donc, si toi, ça correspond plus à tes valeurs, bah, tu te retrouveras peut-être davantage sur ces entreprises-là. Comment les trouver? Ouais, bah, on a plein d'outils maintenant. On a effectivement ces plateformes, les nouvelles plateformes qui vont arriver. Si tu cherches à travailler dans une coopérative, tu as un site comme l'Urscope qui référence toutes les coopératives de la région. Donc, voilà, tu peux trouver des informations assez facilement. Et puis après, contacter, rencontrer, aller voir comment ça se passe. Et puis, si ça te plaît pas, et ben, dans 1 an, 2 ans, tu feras comme les petits millennials. Là, ben, tu changeras de job. et puis, tant mieux pour toi, parce que c'est ta vie, quoi. Faut être bien. Est-ce que ça marche dans les deux sens? Parce que du coup, on pense surtout à trouver une entreprise qui partage nos valeurs. On va aller dans une entreprise qui va à l'encontre de ce qu'on croit, de pourquoi on se bat. Mais est-ce que les entreprises, elles vont différencier les candidats en fonction des soft skills qu'ils ont, genre? Est-ce que par exemple, ils vont voir, lui, il est plus il est dans une association écologique, alors que l'autre, il est plus dans le sportif, Est-ce qu'ils vont... Mais carrément. Puisque déjà, à la base, tu choisis un job normalement, comme je dis encore une fois, ça peut te permettre de t'épanouir. Si tu t'épanouis pas dans un job, à un moment, tu vas être triste. Même si tu es tu gagnes de l'argent, moi j'en vois qui sont dans des jobs qui ne leur plaisent pas, ils sont bons dans ce qu'ils font. Mais ils sont tristes. Et ils ont cette amertume de se dire, ouais, mais les années passent, je suis là, je gagne de l'argent, certes, mais pour moi, dans la vie, tu as 3 grands piliers que tu dois équilibrer selon l'individu que tu es. Tu as l'argent que tu gagnes, tu as l'intérêt du travail et tu as le côté social, la famille. Ouais. Si tu as un équilibre et tu connais cet équilibre entre les 3 forces, c'est bon. Donc peut-être qu'il y en a qui, eux, c'est gagner beaucoup d'argent, quel que soit le métier, tu vois. Et ça, c'est pas grave, quelle que soit l'éthique. Par exemple, moi, je sais, je t'en avais parlé, quand j'étais au chômage, puisqu'on est dans l'hydraulique, il y avait beaucoup de jobs sur le côté armement. Ouais. Donc, créer des balles de fusil, créer des missiles pour enlever les effets, par exemple, de cavitation. Ça, je ne pouvais pas le faire. Même si ça paye bien, je ne peux pas. Parce que je serai dans le job, je serai malade. Parce que je vais me dire, mais que va faire cet objet-là, le missile? C'est quoi sa finalité? À tuer des gens? Non, merci. Il y a des gens, ils s'en moquent. Il y a des gens, ils sont là pour le challenge et ça les correspond, tu vois. Donc déjà, quand tu cherches un job, tu dois regarder si vraiment ça te satisfait. Sur le lieu physique, sur le job que tu vas faire, sur le salaire. Ensuite, au niveau de l'entreprise, c'est la même chose. Quand elle va te voir, elle recherche quelqu'un qui sera peut-être plus dynamique sur ce côté-là. Je parlais justement à quelqu'un qui me disait, sur les soft skills, il recherchait, c'était dans l'IT, il ne recherchait pas forcément un bon communicant. Il m'a dit, moi ça me va. Dès qu'il est bon dans son truc, pour moi, le côté communicant, c'est pas important. Par contre, tu en auras d'autres, malgré c'est un métier où tu ne vas pas faire du marketing, tu vois. Oui, ils vont demander un bon communicant par rapport au poste et à l'image de l'entreprise. Tu vois, donc ça va dépendre. Et vraiment, c'est le match. Tu as dit qu'il y avait plusieurs critères à prendre, le lieu géographique, le job en lui-même et le salaire. Et est-ce qu'il faut prendre en compte l'équipe avec laquelle tu vas travailler? Et comment réussir à rencontrer, enfin, au moins contacter, essayer de connaître un peu les gens quand tu postules à une offre? Est-ce qu'il y a un moyen de rencontrer ces gens ou d'avoir un avis de gens extérieurs? Et est-ce que c'est vraiment important, l'équipe avec laquelle tu vas travailler? Ah, mais carrément. Déjà, l'équipe, est-ce que tu veux travailler dans une ambiance un peu familiale ou tu veux travailler dans le côté plus développement personnel et travailler vraiment à l'international, donc travailler 1 an ici, après 1 an là-bas, après. Donc, c'est super important. Si toi, tu aimes te créer un cercle, justement, comme tu disais, aller boire des verres avec les amis à la fin et créer une famille, quoi. Parce que tu passes la plupart de ton temps au travail.
Mais justement, je me dis aujourd'hui, c'est difficile de savoir comment seront les gens. C'est quasiment impossible en fait. C'est difficile. Il faut tester. Et... Si ça te va pas, tu changes. Ouais. D'accord. Il faut aller voir et puis il faut aller voir comment ça se passe. Ouais. C'est difficile de savoir avant. Il faut vraiment pas avoir peur de se tromper. C'est difficile de se dire je me lance dans une aventure et au bout de quelques mois j'arrête parce que ça me... Ben, quelques mois, c'est vraiment que tu n'as pas eu de chance. Bah oui, la majorité des cas, quand même, ça se passe bien. Enfin, voilà. À moins de ne pas avoir de bol. Il enchaîne, que des boulots de 6 mois. Et après, pour revenir un peu là sur les CV, enfin, je pense que dans un recrutement, effectivement, tu as 2 étapes. Tu as ton CV qui passe ou pas, et je pense que c'est important de valoriser alors, tes compétences techniques, bien sûr, mais ce que tu fais aussi en dehors. Parce que parfois, tu vas peut-être tomber sur un recruteur qui dit tiens, lui, il a telle activité, moi aussi, peut-être ça peut le faire. Okay. Et après, quand tu passes tes entretiens, c'est aussi une affaire de relations humaines et de feeling, quoi. Moi, j'ai fait passer des entretiens, des fois tu le sens, puis des fois tu le sens un peu moins bien. Alors, c'est bien de faire passer des entretiens à plusieurs, parce que du coup, ça équilibre un peu. Mais c'est ça aussi, hein, c'est un peu une histoire de feeling. Alors, c'est sûr que quand tu as un point d'accroche de tiens, je fais cette activité, ou tiens, je suis engagée par ailleurs, ou je fais du sport, ça peut faciliter parfois la conversation. Après, c'est plus aléatoire, c'est pas... Parce que je me demandais... Mais on cherche d'abord, des compétences, souvent, et puis après, c'est le reste qui pourra faire la différence. Mais oui, il faut quand même des compétences, il faut une motivation, une envie. C'est ça qu'il faut montrer aussi, je pense. Et si tu es quelqu'un qui te cherche, en tant qu'ingénieur, deviens consultant. Au moins, tu es placé sur une mission, tu fais 1 an, et puis après, si tu veux changer de mission, tu peux... Ouais, je pense qu'on rencontrera des consultants sur notre parcours, on essaiera de mettre en valeur ce profil aussi. Je pense qu'on a fait le tour tout ce qu'on voulait parler. Anatole, si vous-même vous avez des... Anatole, je suis sûre que t'as encore plein de ouais, mais c'est pas des questions qui... Moi, c'était plutôt par rapport à l'orientation actuelle. Du coup, c'est très spécifique. C'était pas dans la discussion qu'on avait, mais je sais que l'orientation, c'est avant tout une démarche personnelle qu'on fait. On nous force pas, même moi, depuis... même au lycée, j'étais pas forcément, on m'aidait pas trop au niveau orientation. C'était... tu te débrouilles un peu comme tu peux. Déjà, si t'allais pas voir le conseil d'orientation... Voilà. Et ensuite, une fois que t'es lancé en post-bac, il n'y a plus rien. Et t'es lancé, et tu fais tout seul. Onicep. Tu avais des revues Onicep. Onicep. Tu connais pas? C'était des revues qu'on avait, qu'on allait dans... Ils ont un site. Maintenant. Ils ont un site internet. Ils ont un site internet, voilà. Fini la revue. Mais c'est vrai ce que tu dis. Et justement, petit placement de produit, c'est sur ce qu'on travaille avec la startup. C'est aussi permettre d'avoir une collection de mots-clés par rapport aux besoins des entreprises pour montrer aux candidats dans quel secteur ils pourraient s'orienter. Donc déjà, tu as ça. Et puis après, moi, j'aurais dit que pour savoir ce que tu dois faire, déjà aimer, mais pas seulement, aussi connaître la réalité du marché. Donc encore une fois, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais te renseigner, par exemple, sur les salons des métiers, les associations. Par exemple, on est dans une ville portée sur l'aéronautique. Ouais. Va voir les trucs comme IATA, va voir des grosses associations qui vont te dire, si tu veux faire un job dans l'aéronautique maintenant, en temps Covid, je te conseille pas. Par contre, tu peux faire un job en interaction avec de l'aéronautique, mais si l'aéronautique ne fonctionne pas, boum, tu peux bifurquer sur de l'électronique embarquée sur une voiture, tu vois. Donc, c'est important de voir aussi la réalité du marché. Donc, par exemple, dans l'aéronautique, ne fais pas un métier trop axé aéronautique maintenant, à l'instant T, tu vois. Attends plutôt 4 ans. Et comment on oriente un jeune qui n'a pas eu le temps de tout tester, de tout connaître, ou qui ne peut pas vraiment savoir. Mais pourquoi tu voudrais qu'ils connaissent tout? Enfin, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas un métier en or. Nous, on travaille beaucoup sur l'orientation aussi, notre association.
C'est pareil, on est un peu sur ce discours de aller vers quelque chose que vous aimez. Déjà, apprenez à vous connaître. Qu'est-ce que vous aimez? Et on a un peu cette recherche aussi par mots-clés sur notre plateforme. Les professionnels, quand ils rentrent leur profil, ils disent voilà, s'ils aiment voyager, s'ils aiment écrire, etc. Et si un jeune répond la même chose, il pousse des profils et donc des métiers auxquels il n'aurait pas forcément pensé. Okay. On est vraiment sur qu'est-ce que j'aime et après va te renseigner. Donc entre en contact avec un professionnel ou avec un autre étudiant pour qu'il te parle de son métier, de son quotidien, de la réalité. Typiquement, nous on a un groupe là sur le site Campus des métiers de l'aéronautique et du spatial. Il y a des professionnels qui sont dans ce groupe-là. Ils pourront te dire, répondre à tes questions sur est-ce que c'est le bon moment de rentrer, quelles sont les passerelles qu'il y a entre les différents secteurs et les différents métiers au sein de l'aéronautique. Donc et puis faites des stages. Enfin, vous avez un peu toutes ces combinaisons pour vous aider. Et encore une fois, tu vas faire plein de métiers dans ta vie, donc tu pourras rebondir. Tu vois, moi j'ai une spécialité à la base scientifique. J'ai quand même fait du marketing, j'ai quand même fait du négoce. Maintenant, je suis chargée de partenariat. Je vais parler à des élèves. Enfin, finalement, on a un diplôme qui ouvre. Hyper ouvert, qui peut faire plein de choses. Oui, vous avez vos qualités, vous avez vos compétences, vous avez tout ce que vous allez apprendre au fil de l'eau, et donc progressivement, vous allez construire tout ça, et à un moment donné, tu auras peut-être envie d'une chose, et peut-être 5 ans après, tu auras envie de faire quelque chose de différent. Mais je te rejoins quand même, parce que c'est vrai que moi, dans mon parcours, par rapport à d'autres, je n'ai pas eu de mentor qui puisse me dire, ok, surtout il n'y avait pas les réseaux sociaux n'étaient pas développés comme ça, ok, si tu t'engages dans cette filière, tu pourras faire tel métier, et sache que tel métier, c'est pas vraiment demandé, et même si ton rêve c'est de construire une voiture, on ne construit plus l'aérodynamisme d'une voiture de nos jours parce qu'on a déjà fait toutes les études. Et c'est vrai que moi, je suis allé où le vent m'a mené à chaque fois. Et j'avoue que dans mon parcours, j'ai perdu des années. Donc des années physiques, mais ça m'a permis quand même de mûrir, tu vois. Donc tu vas jamais perdre. Mais c'est vrai que si tu peux avoir des mentors, je sais qu'au UK, tu avais ils donnaient des mentors aux gens qui puissent leur permettre de savoir plus tard si leur attrait c'est plus dans l'aéronautique, l'automobile. J'ai pas trop entendu ça ici, cette affaire de mentor. Mais tu peux trouver des mentors avec LinkedIn, avec les associations, tu vois. Donc, franchement, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur des gens. Il ne faut pas se dire que c'est inaccessible. Surtout, ça, c'est un gros problème, je pense, en France. C'est parfois, on pense que c'est inaccessible. Et enlever ce mot-là de son vocabulaire et puis tester. Et puis, ce sont des gens. Donc, par exemple, demain, tu m'appelles. C'est comme tu as fait. Hein. Tu m'as écrit sur LinkedIn. Direct, je t'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. On se parle. Tiens mon numéro et on s'appelle. Il y a un jeune qui a eu la même démarche. Il m'a demandé, il a vu une vidéo de moi. Il m'a demandé par rapport à l'aéronautique. J'ai dit, il n'y a pas de souci, on s'appelle. Ce sont des gens qui sont avec toi. Donc, surtout, n'hésite pas parce que tu pourrais justement te faire une idée de ce que tu veux qui ne correspondrait pas à la réalité. Et là, tu seras déçu parce que tu auras perdu du temps et de l'énergie peut-être à faire. Et on est en hydro. Justement, moi, une réalité que j'ai vue quand je suis allé chez Ford, c'est que beaucoup de personnes qui s'étaient prédestinées à travailler sur l'engine, le moteur thermique, eh ben, comme ils n'ont pas vu la réalité du marché par rapport à leur rêve, ben, ont vu que toute une filière allait vers l'hybride. Avec le développement des moteurs électriques et l'avenir, quoi. Voilà. Ce qui fait que tu as de moins en moins de jobs dans le moteur thermique. Donc, tu vois, toujours conjuguer tes rêves aussi à la réalité. C'est important. Sinon, tu risques d'être déçu et puis d'avoir cette frustration.
Moi, On a fait le tour. J'ai fait le tour. Je peux peut-être faire venir Martin, si je dis pas de bêtises. Bonjour. Gérant Bonjour Martin. de la Levrette, le bar au niveau de Trougon. Comment ça va? Eh bien, bien. Comment bien? Reposé. Reposé? Ouais. Ça va. Le temps est un peu long, mais ça va. Cet endroit, il a ouvert il y a quoi, 1 an et demi, c'est ça? Un an, presque tout juste. Enfin, à la base, on devait ouvrir la semaine où le premier confinement a été annoncé. Donc, on peut partir de là d'1 an, mais on a ouvert officiellement le 2 juin. 2 On a jours. ouvert 4 mois alors que ça fait 1 an qu'on est censé ok. travailler. Voilà. Vous avez sûrement hâte qu'il y ait un peu de vie Ouais, complètement. Là, dans ces locaux. Il y a eu quelques mois où on n'y croyait plus, on ne voyait plus la fin. Là, on se relance petit à petit à se dire qu'on va bientôt réouvrir et donc on se remet dans le bain tranquillement. Mais ouais, c'est très long. On a fait le tour, quoi. On a profité comme on pouvait de ce temps, mais un temps libre imposé, c'est pas toujours ce qu'on souhaite. Et au bout d'un moment, on sait plus trop comment l'occuper. Donc. Et donc le concept de la Levrette, en soi, c'est un bar. Vous proposez quel type de... Alors, le concept n'a jamais pu avoir lieu parce que on est censé être un bar d'ambiance, donc où ça danse, où ça bouge. Ce qui est sympa avec notre local, c'est qu'on a plusieurs salles, donc on peut vraiment faire plusieurs ambiances. Pour le coup, là, on est dans une salle, par exemple ici, qui est plutôt posée, là où dans le sous-sol, la musique va être un peu plus forte, on est plus un lieu pour danser. Donc, ayant ouvert en période Covid, on n'a jamais pu faire danser les gens. Donc c'était déjà... Le sous-sol, il a jamais... Parce que je ne savais pas qu'il y avait un sous-sol. Il y a un sous-sol, ouais, mais il n'a jamais pu avoir sa vraie fonction de danse ou d'endroit dansant, du moins. Donc on a toujours été impacté par ça. Mais normalement, on est un bar d'ambiance qui propose de tout en termes de produits, de la pinte de bière classique au cocktail un peu travaillé. On essaie de vraiment couvrir une large gamme de produits tout en maîtrisant bien tout ce qu'on vend. Ça se passe comment par rapport à la marque La Levrette? Alors nous, on est relié au gros groupe VNB, qui est maintenant pas mal étendu en France, et qui ont créé il y a une dizaine d'années de ça la bière La Levrette. Et de ça, ils voulaient s'aventurer. Donc VNB, c'est moitié cave, moitié bar, et ils ont un concept qui ferme du coup à 21h pour la plupart. 22 pour certains, comme celui de Compense par exemple, qui est en centre-ville, c'est encore différent. Et du coup, ils voulaient s'aventurer dans le bar pur. Donc nous, on n'a pas cette partie magasin, mais par contre, on ferme à 2h du matin. Et ce concept de Levrette Café a été créé il y a 6 ans maintenant. Le premier est ouvert à Bordeaux. Ouais. Il y en a un juste après qui est ouvert à Nantes. Il y a eu une pause pour tester, voir comment la franchise allait évoluer. Et là, en 1 an, on n'a pas ouvert la bonne année, mais en 1 an, il y a eu 4 ouvertures. Un peu partout en France, à Bourges, Bourg-en-Bresse, Grenoble, et nous, les petits derniers, les Toulousains. Et il y a même un projet qui est sur le point d'ouvrir à Évreux, quand les bars pourront réouvrir, 7e. Mais on est encore, du coup, au début de la franchise, quand on compare à VNB et plus de ces 220 magasins maintenant, à peu près, en France. Donc, il vous impose rien, genre, c'est vous qui choisissez... Pour l'instant, ouais, vu qu'on est au début de la franchise, c'est ça qui était très plaisant dans le projet, c'était que le cahier des charges était assez minimal, si ce n'est sur une certaine image à avoir, mais pour tout ce qui est des produits, de la vente, on était assez libre des soirées, tout ça, donc c'est ce qui était vraiment attirant dans ce projet à la base. Petit à petit, ce cahier des charges se construit aussi avec l'ouverture au fur et à mesure des nouveaux Levrette Café. Mais après, comme toute franchise, petit à petit, on essaie d'harmoniser le tout. Mais pour l'instant, il y a encore pas mal de liberté. Donc on en profite encore. Je pense qu'on a hâte de revenir se déhancher à la cave. J'ai très hâte aussi de vous voir vous déhancher. C'est ma seule hâte. Une limite d'âge ou... Limite d'âge, non. Comme dirait mon patron Arthur, mon pote aussi, de 7 à 77 ans, c'est top. Parfait. Même si... 78, non. 78, bah si, j'aimerais voir un rock'n'roll avec des gens de 78 ans. Mais... Non, il y a très peu d'enfants quand même. Les familles viennent surtout l'après-midi, mais on vise surtout, la population qu'on vise, c'est les jeunes actifs de 25 à 55 ans. Voilà.
Mais très peu de familles, ouais, beaucoup de groupes en sortie de travail ou de potes, tout simplement. Merci de nous avoir accueillis. Merci à vous, merci d'être venus. C'était très plaisir, c'était très cosy. J'espère, bon alors tant mieux. En espérant vous revoir ici, dans un autre contexte. Ouais, avec plaisir. On viendra boire une pinte et on va mettre comment on a grandi et mûri grâce à vos conseils. Et on va pouvoir mettre un cap de fin à cet épisode, je pense. Okay. Et on se retrouvera au prochain. Merci. Merci.